Wenn wir die Natur so weiter schaden, wie es gerade aussieht, dass wir es tun, und wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wie die Erde in 200 Jahren aussehen wird, vielleicht ohne Bäume, dann wäre meine Forschungsfrage, können wir uns wirklich vorstellen, dass sich die Menschen schlecht fühlen werden, weil sie keine Bäume haben? Mein Name ist Rosa Sierra. Ich arbeite im Verbundprojekt CECIR l'Europe unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit zusammen mit Anaïda Grisoni. Ich bin Philosophin. Ich habe auch hier in Frankfurt in Philosophie promoviert. Und ich komme ursprünglich aus Kolumbien und dort habe ich auch Philosophie studiert. Wenn man das Prinzip von Nachhaltigkeit als Zukunftsverantwortung versteht, was für Schwierigkeiten ergeben sich, wenn man das Handeln auf die Zukunft orientiert? Das sind wichtige Sachen der praktischen Philosophie. Also es gehört zum Bereich der praktischen Philosophie. Am Anfang eines Projekts hat man bestimmte Ziele, zum Beispiel, ich möchte mir das vornehmen, ich möchte das und jenes machen. Zum Beispiel in meinem Fall, ich möchte gerne mehr über den Zusammenhang zwischen das Prinzip der Nachhaltigkeit und die Handlung. Die Handlungsstruktur, die Handlungsmöglichkeiten. Ich möchte das verstehen, wie das funktioniert. Aber da habe ich keine konkrete Frage. Ich sage nur, ich möchte das verstehen, wie Menschen dieses Prinzip der Nachhaltigkeit in Handlungen umzusetzen. Und dann fange ich an zu lesen und dann fange ich an mit anderen Leuten über das Thema zu diskutieren, in Austausch zu kommen, in Dialog zu kommen, sei es mit meinen Kollegen oder im Rahmen einer Konferenz oder im Rahmen eines Workshops und so weiter, oder wenn ich selber mein Projekt präsentieren muss. Jedes Mal, wenn ich über mein Projekt rede, in einer kollektive Runde und so weiter, wo es Austausch gibt, muss ich immer noch mal denken, was ist genau, was mich interessiert, was ist genau, was ich fragen möchte, und dadurch wird die Idee, dass hinter dieser Forschungsprojekt steht, reifen. Ich denke, dass die philosophische Arbeit ist eine Art Dialog mit Autoren, die sich mit einem Thema auseinandergesetzt haben. Also weil die philosophische Arbeit sieht man, also eine Person sitzt im Büro oder in der Bibliothek und liest und dann schreibt oder parallel liest und schreibt. Und das sieht ein bisschen als ob die Person mit sich selbst beschäftigt würde. Aber die Person ist nicht mit sich selbst beschäftigt, die Person ist mit den Ideen von jemand anderem beschäftigt. Und das ist ein Dialog. Ce qui s'est passé dans le champ des différentes sciences humaines qui se sont appropriées la notion de l'environnement, en tout cas de façon très claire en sociologie, il y a eu une sorte de focalisation sur cet objet environnement, comme si ça venait apporter quelque chose de vraiment nouveau dans le champ de la sociologie. Donc en fait, il y a eu un effet de distinction. C'est-à-dire que finalement, si on étudie les luttes écologistes, on n'étudie plus leurs enracinements sociaux. Et c'est un petit peu dans cette perspective-là, donc la rencontre entre lutte sociale
et mouvement écologiste que se situe l'enquête que je suis en train de mettre en place actuellement. Bon, un exemple hyper médiatisé, par exemple, le mouvement Occupy Gezi. Ça fait quelques années qu'on assiste, surtout depuis 2011, depuis la réélection de Erdogan en Turquie, on assiste sur l'espace public français et des pays occidentaux à des sortes de sonnettes d'alarme quant au caractère dit autoritaire du gouvernement turc et à la répression qui peut être faite sur les intellectuels. Et là, tout d'un coup, cet été, éclate le mouvement Occupy Gezi. À partir de quoi ? À partir de quelque chose qui, en apparence, peut sembler extrêmement minoritaire. C'est-à-dire, on parle de quelques arbres, un parc, à Istanbul, une ville de 18 millions d'habitants, en pleine ébullition, qui connaît des centaines de projets d'aménagement beaucoup plus conséquents que celui-là. Et pourtant, les revendications qui sont derrière, elles vont apporter beaucoup d'autres éléments. C'est-à-dire qu'elles vont tant avoir à faire avec ce que les médias occidentaux appelleraient la dérive autoritaire ou autoritariste du gouvernement, qu'avec peut-être la question de l'islam et qui sont les gens qui vont se mobiliser autour de ce projet Occupy Gezi. Et moi, la question sous-jacente à mon travail, c'est est-ce que vraiment ces différents secteurs sont des catégories distinctes ? Est-ce que vraiment on ne peut pas s'engager dans une lutte, je ne sais pas, contre l'économie néolibérale, à la fois en tant qu'individu soucieux de sa santé et à la fois en tant que personne qui pense à l'organisation économique et sociale de son pays. Et c'est un petit peu les questions qui sont sous-jacentes à ce travail. Je suis sociologue, je suis coordinatrice de l'axe 2 développement durable du projet Saisir l'Europe, Europa als Herausforderung. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la manière dont les différents types d'acteurs donnent du sens aux notions de développement durable et aux notions d'écologie. Mon sujet de recherche actuel, dans le cadre de Saisir l'Europe, porte sur l'étude de ce mouvement populaire écologiste qui s'appelle le mouvement Notave et qui s'oppose à la mise en place d'un tunnel entre Lyon et Turin, dans le cadre de la politique des transports transeuropéenne. Le mouvement Notave, c'est à la fois un mouvement très localisé, puisqu'on parle vraiment d'une vallée, d'un terroir. On pourrait penser mais ces gens sont contre le train qui passe dans leur jardin, quoi. C'est d'ailleurs traditionnellement l'argument qu'on leur oppose. Et pourtant, ce mouvement est représenté dans toutes les villes d'Italie, dans tous les villages d'Italie. Chacun y va de son opinion, et en fait, ça vient mettre en jeu des questions politiques, économiques et sociales qui vont bien au-delà de la question de ce tunnel sous les Alpes. Il y a un côté assez intuitif, en tout cas dans mon cas, que j'essaye de préserver. Parce que, pas par superstition, mais parce que ça me permet, moi, d'être à l'aise sur le terrain. Moi, j'ai besoin de fonctionner, et ça m'est complètement personnel, c'est peut-être même extrêmement contestable, si tu veux. Mais en tout cas, l'enquête pré-exploratoire, elle doit être basée sur l'impro. Et ça, c'est important. Moi, j'ai besoin d'avoir ce rapport au territoire, de voir les kilomètres qui défilent, de voir où je suis géographiquement, symboliquement, et vraiment de sentir l'endroit, quoi. Et ça, c'est vraiment important pour que je puisse être en condition pour faire mon enquête. Du coup, ça me permet de me laisser pas mal transporter lors de cette première phase. Donc moi, j'ai besoin d'être assez libre au début, d'être extrêmement seule, et de pouvoir trouver en moi les ressources nécessaires pour aller parler avec les gens qui me semblent être des interlocuteurs intéressants. Et après, donc pendant cette phase préexploratoire que je suis en train de détailler, il y a tout un moment qu'on peut pas du tout contrôler, un moment d'imprévu en fait, qui fait que tu te laisses complètement porter, quoi. Gleis 3, Einfahrt, ICE 9557 von Paris Est. Ankunft ursprünglich 20:58 Uhr. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Arrivée à la voie 3, ICE 95 57
en provenance de Paris-Est. Arrivée prévue à 20h58. Prière de ne pas monter. Attention à l'arrivée du train. La première question de Rosa, c'était est-ce que tu peux me dire plus de choses à propos de ce travail de terrain dont tu parles tout le temps? Ça, c'était un petit peu la première chose à mettre au point, puisque l'idée, c'est pas que les sociologues soient de mauvais philosophes et de mauvais militants. Donc, il fallait vraiment éclaircir comment, en fait, se mettait en place très concrètement le travail de terrain. Et quand je suis partie dans la région de Turin cet été pour commencer mon enquête, ensuite j'ai pris le soin d'expliquer à Rosa exactement ce que j'avais fait là-bas pour que ça soit plus concret pour elle en fait. Donc c'était une manière de dire voilà, moi mes outils de travail c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler en premier chef quoi. Et après sur tout ce qui touche les concepts liés à la Nachhaltigkeit, à l'environnement, en fait c'est un peu la base de notre travail de penser ensemble ces concepts-là, en français et en allemand, de se demander est-ce qu'il y a des équivalences possibles, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de Umwelt ou de Umweltbewusstsein ou d'écologie politique par exemple. Ja, und wie werden die unterschiedlichen Konzepte von Nachhaltigkeit in der deutschen Sprache und auf Französisch erfasst? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil von unserer Arbeit bisher gewesen. Und die Möglichkeit zu haben, beide Sprachen zu vergleichen und feststellen, dass es nicht nur um die unterschiedlichen Wörter geht, sondern wirklich um unterschiedliche Konzepte. Das ist sehr, sehr gut gewesen für unsere Arbeit. Also das hat unsere Arbeit enorm bereichert. Mais finalement, le fait qu'elle soit philosophe et que je sois sociologue entre pas tant en ligne de compte dans ces aspects théoriques. C'est plus, on se retrouve sur des affinités intellectuelles, mais qui sont pas tant liées à nos disciplines qu'à une manière de voir les choses, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent le même ressenti sur les travaux qu'on entend, sur un événement qu'on peut organiser, et finalement ça génère le même type de réflexion chez l'une et chez l'autre, quoi.